Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and I'm joined today again. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis rejoint pour la troisième fois par David Pin. David est un ancien officier d'état-major des forces armées américaines. Il était responsable de la coopération en matière d'armement avec l'ancienne Union soviétique, l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Afrique et les Amériques. Actuellement, il occupe le poste de directeur adjoint des opérations nationales pour la Task Force sur la sécurité nationale et intérieure. David a rédigé un nouvel article sur son Substack sur la Seconde Guerre mondiale et ses approches diplomatiques. Nous prévoyons d'en discuter aujourd'hui. Donc, David, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau. Je suis reconnaissant que vous m'ayez invité dans votre émission. Pour commencer, je dois faire une mise en garde. We're going to discuss an idea of yours, or not an idea, an analysis of yours about making peace with Adolf Hitler. Now, peace with... Nous allons discuter de votre analyse sur la possibilité de faire la paix avec Adolf Hitler. Maintenant, faire la paix avec Hitler revient essentiellement à faire la paix avec le diable. Hitler était un monstre. Juste pour clarifier pour tous ceux qui nous écoutent, Dave et moi sommes tous les deux d'accord pour dire que Hitler était un monstre. Il a commis des actes horribles. L'Holocauste a entraîné la mort de 5 à 6 millions de Juifs, de Roms, de personnes handicapées et de tous les ennemis du régime. Ce sont des crimes contre l'humanité et ils sont inexcusables. Lorsque nous parlons de faire la paix avec Hitler, nous ne cautionnons pas ces crimes. Au contraire, nous explorons comment l'histoire aurait pu prendre un autre chemin et comment une forme différente de paix aurait potentiellement pu sauver ces vies. What other ways history could have gone and how maybe some other form of peace and also of rescuing these lives could have happened. Peut-être, juste pour clarifier, discuter de la paix ne signifie pas que nous soutenons les politiques terribles ou les crimes internes que Hitler a commis contre le peuple allemand. C'est similaire à la façon dont Staline a commis des crimes terribles contre les citoyens soviétiques. Ces dirigeants ont tué leur propre peuple, n'est-ce pas? C'était particulièrement vrai pour l'Allemagne. L'Allemagne a tué des personnes qui avaient combattu pour elle lors de la Première Guerre mondiale. Les citoyens juifs ont combattu lors de la Première Guerre mondiale et ont ensuite été tués dans le cadre d'une politique interne. Mais David, laisse-moi te demander, quel est ton principal argument pour dire que la paix avec Hitler aurait pu être une meilleure option que de partir en guerre contre lui? Oui, permettez-moi de souligner ce que vous venez de mentionner. Hitler était en effet un monstre maléfique, un tueur de masse, génocidaire, dément et raciste. Toutes ces descriptions sont exactes. Le but de mon article est d'examiner si les Juifs auraient pu être sauvés. Car, en réalité, Hitler avait initialement une politique de déportation volontaire pour les Juifs. Il était extrêmement cruel envers les Juifs, les excluant de nombreux emplois. Bien sûr, il y a eu la nuit de cristal, au cours de laquelle de nombreux Juifs ont été tués, mais il n'y avait pas de plan de génocide à cette époque. Les ghettos et son plan de déportation forcée n'ont été mis en œuvre qu'après le début de la guerre, et il y avait une raison à cela. And there was a reason for that. It was the British naval blockade, and I'm not blaming the British for the blockade, but in Hitler's demented mind. Le blocus naval britannique, sans que je blâme les Britanniques pour le blocus, mais dans l'esprit tordu d'Hitler, c'était le blocus naval qui a empêché sa politique de déportation volontaire des Juifs de se poursuivre. Son plan ultérieur de déportation forcée, dont nous avons discuté dans l'un de vos épisodes précédents, était essentiellement un crime de guerre en soi. Cependant, cela n'a pas atteint le niveau de l'Holocauste juif. Cela aurait été une approche beaucoup plus humanitaire. Évidemment, si les 5 à 6 millions de Juifs avaient été transportés en Palestine, ils auraient prospéré. Ils auraient peut-être même obtenu leur indépendance un peu plus tôt. Obviously, they would have had to have a little more land, but perhaps the Negev Desert, but they would be far stronger today, and the world would be better to have saved the Jews from the Holocaust. So, évidemment, ils auraient eu besoin d'un peu plus de terre, peut-être une portion de désert. Mais ils seraient beaucoup plus forts aujourd'hui, et le monde se porterait mieux si nous avions sauvé les Juifs de l'Holocauste.
Donc, j'ai repensé à tous les efforts diplomatiques. Il y a une idée fausse répandue selon laquelle Hitler avait des ambitions illimitées, qu'il était déterminé à dominer le monde et qu'il ne s'arrêterait pas tant la Pologne, la France et le Royaume-Uni, voire même les États-Unis, ne seraient pas sous une forme de contrôle allemand. Cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Hitler était très concentré. À partir de 1930, il a abandonné tout projet de guerre contre l'Occident. Beginning in 1930, he relinquished all plans to wage war with the West at all. The only reason he wanted to fight France was to liberate Western Germany, the Rhineland, from French occupation, which the French occupation was. Il voulait combattre la France uniquement pour libérer l'Allemagne de l'Ouest, en particulier la Rhénanie, de l'occupation française. L'occupation française était souvent très dure. Ils ont envahi la Ruhr en 1923, avec les Belges. Cette action a profondément bouleversé les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ils étaient tellement en colère et offensés par l'invasion franco-belge non provoquée qu'ils ont retiré leurs forces de la Rhénanie. La Grande-Bretagne a même mis fin à son alliance militaire avec la France pendant 16 ans. Bien que la France ne puisse pas être comparée à l'Allemagne nazie, ce n'était pas le meilleur pays en termes de traitement des Allemands pendant l'entre-deux-guerres. Cependant, rien de tout cela ne justifie les actes d'Hitler. Yeah, Hitler he was single-minded in his plan, and that was essentially to get Britain and Poland and the rest of Eastern Europe, which of course we know did join the German alliance. Il était déterminé dans son plan, qui consistait essentiellement à faire rejoindre la Grande-Bretagne, la Pologne et le reste de l'Europe de l'Est à l'alliance allemande contre les Soviétiques. Nous savons que cela s'est produit. Il a passé 5 ans à essayer de recruter la Pologne comme alliée contre l'Union soviétique. Il a pris de nombreuses mesures pour y parvenir. Par exemple, il a interdit aux médias allemands de discuter de la situation des Allemands en Pologne, notamment dans les régions orientales annexées. L'Allemagne considérait ces régions comme ses territoires de l'Est perdus. Cela incluait la Prusse occidentale, qui était principalement polonaise, et la Russie occidentale, qui était en grande partie allemande. Cela incluait également le quartier polonais de Danzig. Il a interdit toute discussion allant à l'encontre de cela. As Marshal Pilsudski stated, he thought that Hitler was so pro-Polish that he would. It was important that Polish leaders try to keep him in power. Défendez les sondages de toutes les manières possibles car, comme vous le savez, Marshal Polski a déclaré qu'il pensait qu'Hitler était tellement pro-polonais qu'il était important pour les dirigeants polonais de tout faire pour le maintenir au pouvoir le plus longtemps possible. Il le considérait comme autrichien car il était effectivement autrichien. Son objectif principal, du moins au début, était de s'unir avec les régions allemandes, les régions ethniquement allemandes de l'ancien empire austro-hongrois et le territoire des Sudètes autrichiens. Ces régions avaient voté en novembre 1918 en faveur de l'union avec l'Allemagne en tant que partie de l'Autriche allemande. Bien sûr, Hitler a agi de toutes les mauvaises manières possibles, comme envahir et occuper. Mais finalement, ce que j'ai découvert, he offered to withdraw from all of Poland the day after he invaded, and he did that. Not only did he do that, he actually accepted. Et je le savais en partie avant. Je sais depuis plusieurs années que Hitler a en réalité proposé de se retirer de toute la Pologne le lendemain de son invasion. Non seulement il a fait cela, mais il a également accepté une offre de cessez-le-feu. Cette offre a été initiée par Mussolini et acceptée par les Français pour mettre fin à la guerre le 3 septembre. Il a eu une conversation avec le général Guderian. Le général Guderian a confirmé que l'armée allemande aurait largement terminé son occupation du quartier polonais à ce moment-là. Bien sûr, Danzig a été annexé par l'Allemagne le 2 septembre. Donc, il y avait cette opportunité de limiter la durée de la Seconde Guerre mondiale à seulement 2 jours. Bien sûr, si Hitler avait And if the Soviet Union hadn't annexed, over half of Poland, then perhaps he would have ended up attacking Poland again a couple years later. L'Union soviétique continuait de se battre. Si l'Union soviétique n'avait pas annexé plus de la moitié de la Pologne, peut-être aurait-il fini par attaquer à nouveau la Pologne quelques années plus tard. Mais très probablement, je pense que les Soviétiques auraient quand même attaqué la Pologne. Ils auraient été forcés de conclure un arrangement défensif avec les Allemands. Cela aurait été pour tenter de récupérer leur territoire de l'Est perdu. Ces territoires ont été annexés par Staline en septembre 1939. Cela a suivi l'invasion conjointe germano-soviétique. Si l'on pense à toutes les vies perdues, c'est stupéfiant. 34 millions de morts dans la guerre européenne et 36 millions de plus dans le Pacifique.
Les perspectives de sauver peut-être au moins 40 à 50 millions de ces vies sont vraiment une occasion manquée pour la paix, je pense. A lost opportunity for peace, I think. Yeah. So this is the gist of your. Donc, le point principal de votre essai est qu'il y avait de nombreuses occasions où la paix aurait pu être réalisée et les massacres de masse auraient pu être arrêtés, du moins ceux qui se déroulaient à l'extérieur. Cependant, ce qui serait arrivé à ces populations à l'intérieur reste encore sujet à débat. Nous savons que Staline, le tyran qui n'a pas été vaincu, a continué ses purges. Il a continué à tuer des centaines de milliers de ses propres concitoyens. Donc, nous ne pouvons pas être certains de la direction que les choses auraient prise si la paix avait été établie avec Hitler. Mais l'argument est qu'il y avait une possibilité de sauver la vie de ceux qui sont morts sur les champs de bataille et de ceux qui ont été pris dans les tirs croisés. The people who died on the battlefields and the people who died in the crossfire, there was a chance to save them and to maybe also. Vous faites également un autre argument à propos de l'Union soviétique, de l'Allemagne et de la Pologne. Il y avait un accord secret entre Hitler et Staline pour diviser la Pologne, n'est-ce pas? Cependant, une chose vraiment intéressante est que Staline n'a pas immédiatement pris sa moitié de la Pologne lorsqu'Hitler a envahi le 1er septembre. Il a attendu encore 2 à 3 semaines. En fait, il y avait une communication entre Staline et Hitler pendant cette période. Staline disait à Hitler, et les Soviétiques disaient aux Allemands, qu'ils devaient parler aux Japonais. À ce moment-là, les Soviétiques étaient engagés dans une guerre non déclarée avec les Japonais à Nomonan, en Mongolie. Staline avait très peur d'une éventuelle attaque japonaise et d'une escalade ultérieure, ce qui lirait ses forces. Very scared of a Japanese attack, further Japanese escalation, and this binding his forces. And only when the Japanese started actually withdrawing and. Ce n'est qu'au moment où les Japonais ont commencé à se retirer, mettant ainsi fin efficacement à la guerre qui a coûté la vie à 30 à 40 000 soldats, que les choses ont changé. Ce n'était pas une simple escarmouche, c'était une bataille significative. Ce n'est qu'après cet événement que Staline s'est installé dans sa partie de la Pologne et l'a occupée. La Seconde Guerre mondiale n'était pas une guerre unique. Elle était constituée de nombreuses guerres se déroulant simultanément, à différents moments et à différentes vitesses, entre différents pays. Vous soulignez qu'il y a eu de nombreuses tentatives pour mettre fin à certaines parties de ces guerres sans qu'elles ne dégénèrent en un conflit massif comme cela s'est finalement produit. Alors, quelles opportunités avaient le plus de chances d'empêcher la propagation mondiale des conflits armés? Likely to stop the global spread of warfare. Tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'Hitler traitait ses alliés très différemment de ses ennemis. Lorsque l'on considère des pays comme la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie, on peut voir qu'il les traitait plutôt bien. Il a permis à la Roumanie d'annexer des territoires. De même, il a autorisé la Hongrie à annexer certaines parties de la Roumanie. Il a également laissé la Roumanie annexer une partie de l'Ukraine. Il a essentiellement proposé la même offre à la Pologne. C'était en échange du retour de Danzig et du corridor polonais. Cette proposition a été faite le 5 janvier 1939, lors d'une réunion à Berlin avec le ministre des Affaires étrangères polonais Beck. Son idée impliquait des échanges territoriaux, et il traitait bien ses alliés tant qu'ils acceptaient essentiellement l'hégémonie allemande. Par conséquent, on n'a pas assisté à un génocide massif dans les pays alliés de l'Allemagne. Une partie de ma thèse suggère qu'il y aurait eu un génocide important en Pologne si la Pologne n'avait pas prétendu avoir perdu jusqu'à 5 millions de ses citoyens. Cela représente 14% de la population polonaise d'avant-guerre. Cependant, ils ont perdu bien plus que cela en raison des annexions soviétiques. Lorsque les soviétiques ont annexé la moitié ou plus de leur pays, la perte était évidemment plus importante. Ce que j'essaie de faire, c'est enseigner les véritables leçons de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une idée fausse qui alimente notre désir de guerre. Les États-Unis sont constamment impliqués dans des guerres inutiles et menacent même de déclencher la Troisième Guerre mondiale avec la Russie à cause de l'Ukraine. Ce que nous devrions faire à la place, c'est revenir à la négociation diplomatique et à la neutralité, que vous avez si bien défendue. Nous devons nous éloigner de l'idée que nous ne pouvons pas faire de compromis. Nous devrions être capables de faire des compromis avec nos adversaires. Comme je l'ai déjà écrit, si la France et l'Italie pouvaient accepter un compromis mineur, pourquoi la Grande-Bretagne ne le pourrait-elle pas?
Le début de la Seconde Guerre mondiale était essentiellement dû à la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne. La guerre germano-polonaise était un conflit régional, pas mondial. But not by Britain. Britain, the war began because over the British World War III, World War II essentially began over the. Le conflit aurait pu se conclure en 5 semaines, même s'il avait suivi le même cours que dans l'histoire réelle. Cependant, en réalité, il aurait pu être terminé en 2 à 4 jours. Cela s'explique par le fait que les objectifs de guerre d'Hitler ont été essentiellement atteints dès le 3e jour de la guerre. Beaucoup de gens comprennent qu'Hitler était réellement intéressé uniquement par la récupération de Danzig du quartier polonais. Bien qu'il ne l'ait jamais explicitement déclaré, je pense qu'il avait l'intention de reprendre la Haute-Silésie orientale aux Polonais. Cependant, cela aurait eu lieu plus tard, dans le cadre d'un échange territorial. Tout d'abord, ils annexeraient une partie de l'Ukraine après leur invasion de l'Union soviétique. Ensuite, en échange, ils reprendraient ce petit morceau de terre pour l'Allemagne. Oui, c'est assez ironique. Comme vous l'avez peut-être lu dans mon article, j'ai découvert que la Grande-Bretagne a joué un rôle important dans la médiation des traités de Locarno en 1925. Les Britanniques avaient un objectif précis avec ces traités. Ils voulaient que la France abandonne son cordon sanitaire. Il s'agissait d'une politique de containment contre l'Allemagne, où la France s'était alliée avec presque tous les voisins de l'Allemagne. L'objectif était d'encercler l'Allemagne comme mesure défensive, du moins du point de vue français. De plus, la Grande-Bretagne voulait que la France mette fin à son alliance avec la Pologne. Ils espéraient que cela conduirait à un retour pacifique de Danzig, du quartier polonais et de la Haute-Silésie orientale à la Pologne. Essentially a defensive measure, at least in the French view, to abandon its alliance with Poland, and then it was so. Ainsi, c'était essentiellement la politique non officielle britannique de rendre les mêmes territoires pour lesquels la guerre avait été initialement menée. La seule différence était que Neville Chamberlain n'était pas opposé à rendre Danzig et le corridor polonais à l'Allemagne. Cependant, cela devait être fait pacifiquement lors d'une conférence quadripartite ou quelque chose de similaire, avec l'approbation britannique. J'ai écrit plusieurs articles affirmant cela. Tout comme nous avons aujourd'hui un ordre mondial dirigé par les États-Unis, nous avions autrefois un ordre mondial dirigé par les Britanniques. Les Britanniques établissaient les règles, tout comme le font les États-Unis aujourd'hui. With British approval. So, we had this British-led world order, much as we have a US-led world order, and the British kind of set the rules. Right? It just like the US sets the rules today, and of course the US makes exceptions. Des exceptions sont faites aux règles afin d'envahir et d'attaquer d'autres pays. Cela se produit souvent sans provocation. Je crois que les Britanniques le font aussi. La différence est que si Hitler avait accepté une conférence des 4 puissances et retiré toutes les troupes allemandes de la frontière polonaise, il aurait pu atteindre ses objectifs de guerre pacifiquement, sans avoir besoin de la guerre. Mais même s'il ne l'avait pas fait, si les Britanniques avaient adopté le même point de vue que les Français et accepté l'armistice après 2 jours de combat, la guerre avec l'Occident aurait pu être complètement évitée. Il est probable que le conflit avec la Pologne aurait également été résolu de manière permanente, conduisant à l'unité. The war with the West would have been entirely averted, and likely the conflict with Poland would have been permanently ended as well. And you point this out at the beginning of your essay, and it's not controversial that the Versailles Treaty and the way the First World War ended and the way. Vous avez souligné au début de votre essai que le traité de Versailles et la fin de la Première Guerre mondiale n'étaient pas des sujets controversés. Le traité de Versailles a imposé une défaite écrasante à l'Allemagne. Il est important de se rappeler qu'il n'y avait pas de troupes étrangères sur le sol allemand pendant la Première Guerre mondiale. L'État allemand s'est essentiellement effondré et ne pouvait pas continuer le combat. Cependant, il n'y avait pas de force d'occupation en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ensuite, un accord a été conclu qui a enlevé une grande partie des terres allemandes. Cela a été perçu par la population allemande comme une manière injuste de créer la paix. C'était une méthode si injuste de faire la paix qu'elle a alimenté la montée d'Hitler à la fin des années 20 et au début des années 30. Ceci n'est pas une déclaration controversée. So, and this is not controversial. So, what you're also pointing out is that these policies, then, that these violent policies of like annexing places and basically also, Czechoslovakia. Donc, tu soulignes également que ces politiques violentes, telles que l'annexion de territoires et essentiellement la cession de la Tchécoslovaquie en 1938,
étaient des tentatives de rectifier des erreurs passées. Hitler a choisi de résoudre ces problèmes par la violence. Avant lui, d'autres gouvernements allemands ont essayé de résoudre les mêmes griefs. Nous discutons de ces problèmes. Il y a eu de nombreuses occasions manquées de parvenir à un accord réalisable même avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Workable arrangement, even before Hitler came to power. Yeah, except that I would disagree with you on one part. Hitler did not. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Hitler n'a pas initialement essayé d'atteindre ses objectifs par la violence. Au lieu de cela, il a utilisé la diplomatie. Il était souvent très agressif et impoli à ce sujet, mais en ce qui concerne son occupation de l'Autriche, l'Anschluss, cela avait été approuvé par le législateur autrichien 2 décennies plus tôt. Ensuite, il y a le territoire des Sudètes. Bien que Hitler ait menacé la guerre pour les Sudètes, il n'a pas réellement déclenché de guerre ou envahi directement la Tchécoslovaquie. L'occupation s'est produite dans le cadre de la conférence des 4 puissances lors de l'accord de Munich. Donc, c'était le résultat d'un accord diplomatique négocié internationalement. And then with Poland, of course, he went to great pains to try to avoid war with Poland, demanding not a single inch of Polish territory in terms of just, wanting Danzig. Ensuite, en ce qui concerne la Pologne, il a déployé des efforts considérables pour éviter la guerre. Il n'a pas revendiqué de territoire polonais, seulement Danzig, et a même proposé la création d'un corridor surélevé. Il s'agirait d'une sorte d'autoroute routière et ferroviaire s'étendant sur seulement 18 miles, qui était la partie la plus proche du quartier polonais. Comme vous l'avez souligné, cela divisait injustement l'Allemagne en deux. De nombreux dirigeants politiques et analystes militaires prédisaient qu'une deuxième guerre mondiale pourrait bien éclater à partir du quartier polonais. Après tout, aucune grande puissance ne consentirait à voir son territoire coupé en deux de cette manière. Consent to have its, have its country territory cut in half like that. But in terms of, David Lloyd George, who was British Prime Minister at the time of the Treaty of Versailles, he himself, he wrote the. David Lloyd George, qui était le Premier ministre britannique pendant le traité de Versailles, a rédigé le Mémorandum de Fontainebleau. Il a failli démissionner car il refusait de le signer, estimant qu'il était extrêmement injuste envers les Allemands. Il avait 2 raisons principales à cela. Premièrement, les Français étaient catégoriques quant à la division de l'Allemagne et à la transformation de la Rhénanie en un pays séparé, qui serait essentiellement une colonie ou un protectorat français. Deuxièmement, il pensait que les environ 2 millions d'Allemands ethniques qui seraient sous le contrôle polonais dans le corridor polonais pourraient potentiellement déclencher une autre guerre majeure. Likely be a source of another great war. And he was proven very prophetic in that, although he predicted it would not occur for 25 years, and it was just 20 years in the future. But that was, there were... Il s'est avéré être très prophétique. Bien qu'il ait prédit que cela ne se produirait pas avant 25 ans, cela s'est en réalité produit seulement 20 ans plus tard. Beaucoup de gens avaient vu cela venir et cela aurait pu être évité. La politique britannique, comme l'a admis le Premier ministre Baldwin en 1938, était de pousser Hitler à se diriger vers l'Est et à briser sa force militaire contre les Soviétiques, tout comme l'avait fait Napoléon. Cette stratégie, bien que non idéale, était considérée comme sage pour la Grande-Bretagne. Elle aurait apporté une plus grande sécurité pour l'Occident. Elle aurait également été plus humanitaire et aurait abouti à un meilleur résultat pour les Polonais. Again, would have been more humanitarian, would have resulted in a much better outcome for the Poles as well. Il y a 2 contre-arguments à cela que je dois mentionner. Le premier est que Hitler était un homme violent qui utilisait la violence politique. Il a tué ses propres ennemis et alliés en Allemagne. Il a utilisé une quantité significative de violence pour accéder au pouvoir. Une fois au pouvoir, il l'a utilisé pour éliminer ses ennemis internes. De plus, l'attaque contre la Pologne était mise en scène. En d'autres termes, il y a eu une attaque fabriquée contre l'Allemagne, fournissant à l'Allemagne une raison de riposter puis d'envahir. L'Allemagne a ensuite utilisé à plusieurs reprises la violence pour atteindre ses objectifs de guerre. Par exemple, l'attaque sur Barbarossa, l'attaque contre son allié Staline, avec qui il avait un pacte de non-agression, est probablement l'exemple le plus flagrant.
Il a ignoré tous les accords et a commis l'une des erreurs militaires les plus désastreuses qui lui a finalement coûté la vie. C'est parce que ce sont les Soviétiques qui ont envahi Berlin à la fin, où il est finalement mort. Donc, je crois qu'il a utilisé la violence de manière extensive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il a également envahi des pays lorsqu'il pensait que c'était nécessaire pour obtenir un avantage dans la guerre. Cependant, je dois souligner que l'autre camp a fait de même. Par exemple, Hitler a envahi la Norvège, mais il n'était que 2 semaines en avance sur les Britanniques. Les Britanniques avaient déjà prévu d'envahir la Norvège et de prendre le contrôle de la côte pour l'utiliser comme base de départ. Ils ont également envahi l'Islande. De plus, les Britanniques et les Soviétiques ont conjointement envahi l'Iran neutre. Donc, ils ont fait ça aussi. L'autre camp a également envahi des pays neutres chaque fois que cela leur convenait. Il est intéressant de constater que nous ne nous souvenons pas souvent de ces attaques contre des pays neutres qui n'étaient alignés ni d'un côté ni de l'autre. Nous ne nous souvenons que de l'autre. Le deuxième point que je veux souligner est que la situation politique était très difficile à comprendre à l'époque. Donc, si quelqu'un dit « On ne peut pas faire confiance à Hitler », on ne sait pas ce qu'il a fait et il aurait quand même fait X, il est important de se rappeler que cela n'était pas clair pour les gens à l'époque. Un bon exemple de cela est les Japonais. Vous en avez brièvement parlé. Ils ont conclu un accord de neutralité avec l'Union soviétique en 1941. Cet accord les a empêchés de se battre l'un contre l'autre. Il a maintenu la paix entre le Japon et l'Union soviétique pendant plus de 4 ans. En avril 1941, plus précisément le 13, Matsuoka, le ministre des Affaires étrangères du Japon, est rentré dans son pays. Il a annoncé qu'ils avaient établi les fondations d'une grande alliance avec Tokyo, Moscou, Berlin et Rome. Il a laissé entendre que le Japon faisait désormais partie de ce groupe influent. Cependant, seulement 2 mois plus tard, un événement connu sous le nom de Barbarossa s'est produit. Hitler a attaqué l'Union soviétique, ce qui a profondément choqué les Japonais. L'establishment politique au Japon a été dévasté. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi leur allié attaquerait un autre membre de leur alliance. Cet événement inattendu a complètement modifié leur perception de la guerre. Les responsables ont été pris par surprise, tout comme ceux qui participaient activement à la guerre. Ces développements étaient inattendus pour tous les acteurs impliqués. La situation a été encore compliquée par une variété de types de guerre et de tactiques, créant un écran de fumée massif. Oui, ce qui est intéressant dans ce que j'ai appris, c'est que les preuves historiques montrent qu'Hitler a en réalité abandonné ses plans d'invasion de l'Union soviétique. Cela s'est produit entre le 28 septembre, date de la signature de l'alliance dont vous avez parlé, et novembre 1940. L'alliance était politique, pas militaire, entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. C'était un traité d'amitié signé ce jour-là. En novembre 1940, Staline a rejeté l'offre d'Hitler d'une alliance à 4 puissances. Cette alliance était proposée entre l'Allemagne, l'Italie, l'Union soviétique et le Japon. Staline a accepté en quelque sorte l'alliance, mais il a été trop loin. Il a dit que cela ne serait possible que si l'armée rouge ou soviétique était autorisée à occuper la Bulgarie. Cela constituerait bien sûr une menace à plusieurs niveaux. La menace de chantage économique sur la principale source de pétrole d'Hitler, les champs pétrolifères de Ploiesti en Roumanie, l'a poussé à prendre la décision de combattre l'Union soviétique. Cependant, en juillet 1940, après avoir proposé une offre de paix généreuse à la Grande-Bretagne, il semblait avoir un plan différent. Il proposa de se retirer de la Belgique, des Pays-Bas, de la France, à l'exception de l'Alsace-Lorraine, du Danemark et de la Norvège en échange de la paix avec la Grande-Bretagne. Il dit à ses conseillers que la guerre serait bientôt terminée et qu'il passerait à une économie de temps de paix. Par conséquent, il leur ordonna d'annuler tous les projets de recherche militaire qui ne seraient pas terminés d'ici la fin de 1940. Cela montrait clairement qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre la guerre avec l'invasion de l'Union soviétique à ce moment-là en juillet 1940. Mais oui, finalement, à l'exception d'une brève période de 14 mois, son principal plan était toujours d'envahir l'Union soviétique. Il voulait diriger ce qu'il appelait une croisade internationale contre le bolchevisme. Il espérait inclure des alliés allemands et d'Europe de l'Est mineur, et il espérait également inclure la Pologne. Son plan était de créer un empire oriental pour l'Allemagne aux dépens de l'ouest de la Russie et de l'Ukraine.
Il visait à repousser le contrôle soviétique jusqu'à la ligne Arkhangel-Volga-Astrakhan. Il était convaincu que l'Allemagne serait capable de réaliser cela d'ici la fin de 1941. Maintenant, avec le recul, ce plan était beaucoup trop ambitieux. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse accomplir cela. That's way too far-reaching. There's no way that he could have accomplished that under the most ideal circumstances. But yeah, Hitler was. Dans les circonstances les plus idéales, Hitler était un homme aux ambitions limitées. Prenons par exemple, si la guerre avec l'Union soviétique s'était terminée par une victoire modérée de l'Allemagne. Supposons que l'Allemagne ait accepté l'une des offres de Staline, soit en juillet 1941, soit en mai 1942. Cette offre consistait à céder le contrôle de l'Ukraine, de la Biélorussie et des États baltes de l'Union soviétique à l'Allemagne nazie. En supposant que Staline aurait accepté cela, je pense que cela aurait marqué la fin des ambitions territoriales de l'Allemagne en Europe. Après cela, je pense que l'accent aurait été mis sur la restauration des colonies allemandes impériales. Territorial ambitions in Europe, then I think Hitler would have turned to, a restoration of the imperial German colonies. Et puis il avait aussi des projets avec la Chine. Évidemment, pas une invasion militaire, mais il avait cette idée intéressante. Il croyait que la Chine faisait vraiment partie de la clé du supercontinent eurasien. L'Allemagne avait une sorte de destin manifeste avec une relation de coopération économique et peut-être même militaire avec la Chine. Donc, je pense que ce seraient ses prochains projets. Cependant, il ne voulait jamais la guerre. Il a fait un certain nombre de demandes de paix, 16 au total, confirmées par le ministère des Affaires étrangères britannique. Ces demandes de paix ne venaient pas seulement d'Hitler. Certaines étaient indépendantes. Nous ne savons pas si elles venaient d'Hitler ou si elles étaient indépendantes. Elles étaient des tentatives de faire la paix avec la Grande-Bretagne et la France pendant la guerre d'6 mai. Or if they were independent, going behind his back, to try to make peace with Britain and France, and end the war by May of 1941. En 1941, il y avait une offre de paix, qui était la plus complète que Hitler ait essentiellement proposée. Il proposait de retirer les troupes allemandes de 83% de l'Europe occupée par l'Allemagne. Je pense que cela aurait été un véritable triomphe. Bien sûr, la France serait restée quelque peu sous l'influence allemande. Donc, elle n'aurait probablement pas été une alliée de la Grande-Bretagne à moins que l'Allemagne ne les attaque à nouveau. Mais le simple fait qu'Hitler était prêt à se retirer de 83% de l'Europe occupée par l'Allemagne suggère vraiment que ce n'était pas son intention initiale. Indeed, when he found out that Churchill had been invited to join the war cabinet by Chamberlain. J'ai découvert que Churchill avait été invité à rejoindre le cabinet de guerre par Chamberlain. En entendant cela, il s'est effondré sur sa chaise, abattu, et s'est exclamé « Donc la guerre est réelle ». Cela s'explique par le fait qu'il avait précédemment accepté conditionnellement la demande de Chamberlain de se retirer de toute la Pologne. Il avait seulement refusé de retirer les troupes allemandes d'un territoire qui représentait alors 4,3% du territoire polonais. Il croyait sincèrement qu'un arrangement ou une trêve était en cours et que c'était juste une question de temps. Cette révélation l'a profondément affecté. Ce n'était pas du tout ce qu'il voulait. Fondamentalement, il voulait une guerre uniquement avec l'Union soviétique. Si cela avait été son choix, c'est exactement ainsi que l'histoire se serait déroulée. That's exactly how history would have developed. Yeah, and it's possible. I mean, the problem for us historians is always that as soon as you end up in the what if. Oui, c'est possible. Le problème pour nous, historiens, est que dès que nous nous aventurons dans le domaine du « et si », nous sommes essentiellement dans un monde de fantaisie. Nous ne savons tout simplement pas. Il y avait tellement d'incertitudes que même les politiciens les mieux informés de l'époque ont été grandement surpris par les développements réels. Cependant, d'après mes études, je peux affirmer avec confiance que dans toutes ces situations, il y avait des factions partout qui préféraient la paix à la guerre. Je n'ai pas assez de connaissances sur le théâtre européen, mais je peux affirmer de manière autoritaire qu'au Japon, une partie importante du processus politique ne voulait pas entrer en guerre avec les États-Unis. Ils ont essayé de concevoir un accord réalisable, mais ils ont été sabotés et éliminés de l'intérieur. And that tried to
to come up with a workable agreement, but that also then were internally sabotaged and killed. You know, all the dogs. Vous savez, de nombreux DAF ont été attaqués et tués à Tokyo. Le ministre des Finances et les premiers ministres ont été tués par l'armée japonaise, plus précisément par des éléments incontrôlés au sein de celle-ci. Cela était dû au fort militarisme qui régnait au Japon. Tant l'armée que la marine avaient un contrôle significatif sur le processus politique. Les États-Unis étaient bien conscients de cette instabilité interne au Japon. L'ambassadeur au Japon, Joseph Kuru, qui y a servi pendant 10 ans, avait une compréhension claire de la situation. Il savait quelles actions politiques des États-Unis renforceraient ceux qui ne voulaient pas aller à la guerre. Il savait également quelles actions renforceraient ceux qui cherchaient à escalader les tensions. Vous mentionnez également brièvement dans votre écrit que, en 1941, il y a eu des tentatives répétées de la part des Japonais, en particulier de la faction pacifiste, pour parvenir à un accord réalisable. Cela incluait une offre de retraite des régions d'Asie du Sud-Est que le Japon avait déjà envahies. Cependant, cette offre a été ignorée. Lorsque vous lisez ces câbles diplomatiques, il semble presque que les Japonais suppliaient une forme de concession qui leur permettrait d'apaiser leurs militaristes internes. Mais cette concession ne leur a jamais été accordée. En fait, l'inverse s'est produit. Il a été clairement indiqué qu'il n'y aurait aucune acceptation d'une approche politique japonaise qui ne prévoyait pas un retrait complet de tous les territoires envahis. Cela exigeait essentiellement la réalisation d'objectifs politiquement inatteignables au sein du Japon. Impossible goals that were politically impossible inside Japan. Yeah, that's exactly right. And the emperor, as well as the reigning government in Japan, really was. Oui, tout à fait exact. L'empereur, ainsi que le gouvernement en place au Japon, était très sincère dans sa volonté d'établir la paix avec les États-Unis. Si l'on regarde la deuxième guerre sino-japonaise qui a commencé en 1937 avec l'incident de Marco Polo, on peut voir que les Japonais essayaient en réalité de mettre fin à la guerre d'ici la fin de 1937. Si vous lisez l'histoire diplomatique, vous verrez que les Japonais ont fait des offres de paix très généreuses aux nationalistes chinois. Ces offres disaient essentiellement « Reconnaissez le Manchukuo, accordez-nous quelques concessions économiques et nous retirerons nos troupes du reste de la Chine. » Grant us some economic concessions. We'll pull our troops out of the rest of China. And it just, of course, their terms got as the war went on, their terms became. Bien sûr, à mesure que la guerre avançait, leurs conditions se détérioraient progressivement. Cependant, ils essayaient sincèrement de mettre fin à la guerre. Nous observons une situation similaire avec Poutine en Russie. Lorsqu'un dictateur ou un régime déclenche une guerre, ils veulent souvent s'en retirer rapidement car leurs objectifs de guerre sont limités. Dans le cas du Japon, il s'agissait davantage d'une expédition punitive contre la Chine à la suite de l'incident Marco Polo. Quant à Poutine, il cherchait à empêcher l'Ukraine de devenir un membre de facto de l'OTAN et à prendre le contrôle de la région du Donbass. Il voulait la libérer des Ukrainiens, même si seulement environ 40% de la population était russe là-bas. La majorité, je crois, était des Ukrainiens dans la région du Donbass. Mais oui, l'histoire nous enseigne que mettre fin à une guerre par des moyens diplomatiques peut potentiellement sauver des dizaines de millions de vies. Prenons par exemple la guerre sino-japonaise. La plupart des décès pendant la guerre du Pacifique ont eu lieu lors de ce conflit. Si nous avions réussi à mettre fin rapidement à cette guerre, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. Les Japonais nous ont même demandé de servir de médiateurs dans le cadre de leur offre de paix. Entre août et novembre 1941, ils ont proposé de se retirer non seulement de l'Indochine, mais aussi de la majeure partie de la Chine méridionale. Cependant, ils n'étaient pas prêts à abandonner les États fantoches qu'ils avaient établis dans le nord et le centre de la Chine. Ils voulaient également conserver l'île de Hainan, mais ils étaient prêts à renoncer à la majeure partie de la Chine méridionale. FDR était très catégorique dans ses opinions. Il insistait pour que toutes les forces se retirent de la Chine. Nous voyons une situation similaire avec Chamberlain, qui était prêt à abandonner chaque centimètre carré du territoire polonais pour éviter une guerre mondiale. FDR avait des motifs cachés, car il cherchait un moyen d'impliquer l'Amérique dans une guerre contre l'Allemagne nazie, malgré son aversion pour Hitler. Après la chute de la France,
Il avait prévu de prendre sa retraite après avoir servi 2 mandats en tant que président. Cependant, lorsque la France est tombée en juin 1940, il a changé d'avis et a commencé à planifier l'implication de l'Amérique dans la guerre. When France fell in June of 1940, he reversed himself and began plotting to get the Japanese to provoke them to attack at Pearl Harbor or stage some other kind of incident that would be. Provoquer les Japonais à attaquer Pearl Harbor ou à organiser un autre type d'incident était une stratégie visant à susciter l'indignation parmi le peuple américain. L'objectif était de les convertir d'un état d'esprit isolationniste ou non interventionniste à 80% à l'opposé total, soit 80% de soutien à la guerre mondiale contre l'Allemagne et le Japon. C'est pourquoi il n'a pas accepté les offres de paix japonaises très raisonnables pendant cette période. Il est regrettable que nous ayons manqué ces opportunités, qui auraient pu sauver des dizaines de millions de vies innocentes. It's very lamentable that we missed those opportunities to save tens of millions of innocent lives. It's one thing for soldiers to die, millions of soldiers to die in a war. It's very different. Vous savez, c'est une chose que des soldats meurent, des millions de soldats meurent dans une guerre. Cependant, c'est très différent lorsque des dizaines de millions sont victimes d'un génocide, que ce soit par les Japonais, les Allemands ou les Soviétiques. D'après mes études, les Soviétiques ont tué autant, voire peut-être plus, de citoyens soviétiques que Hitler. L'Holocauste ne se limitait pas seulement à 5 à 6 millions de Juifs. Hitler a également tué 5 à 6 millions de non-juifs supplémentaires. Il s'agissait de personnes innocentes, des non-juifs, d'autres Européens. Cela inclut 2 millions de prisonniers de guerre soviétiques qui sont morts dans des conditions terribles dans les camps de prisonniers allemands peu de temps après le début de l'opération Barbarossa. Shortly after Operation Barbarossa began. Yeah, and this discussion. Oui, et tu sais, cette discussion est vraiment cruciale. C'est parce que l'image d'Hitler entrave encore la paix en Europe aujourd'hui. L'idée que Poutine est similaire à Hitler et que la paix ne peut pas être atteinte avec quelqu'un comme Hitler est largement acceptée. Je dirais que 70 à 80% des personnes en Europe et aux États-Unis le croient. Cependant, cet argument est profondément erroné. Ton affirmation selon laquelle Hitler était plus rationnel et que nous aurions pu parvenir à un accord avec lui est une perspective. Je ne suis pas complètement certain que si nous examinions en détail son régime, nous ne découvririons pas qu'Hitler était en réalité un belliciste avide de pouvoir. Je ne suis pas entièrement convaincu. Mais un autre point important qui doit être souligné ici est que Poutine n'est pas Hitler. Warmonger. I'm not entirely convinced, but the other issue that needs to be made here is that Putin is not Hitler. It's like literally. C'est comme s'il n'était pas du tout la même personne. L'argument selon lequel on ne peut pas faire la paix avec Poutine parce qu'il est Hitler, c'est ce que j'appelle l'ombre persistante d'Hitler qui plane encore sur l'Europe. Même aujourd'hui, cette ombre influence les conflits et les dynamiques entre ces pays, ainsi que les factions à l'intérieur d'eux. Il s'agit d'un sujet très important à discuter car nous le voyons se reproduire. Par exemple, l'Ukraine est divisée. Nous savons qu'il existe des factions nationalistes d'extrême droite qui menacent Zelensky et d'autres. Toute la population russe d'Ukraine est essentiellement exclue du processus politique du pays. Russian population of Ukraine is basically shut out of the political process inside Ukraine, and in Russia you have a strongman leadership. En Russie, il y a un leadership autoritaire, mais il y a aussi des désaccords politiques. De même, dans l'Occident et aux États-Unis, il y a des factions qui veulent des choses différentes. Ce conflit crée un environnement où nous risquons de glisser vers une autre guerre mondiale. On oublie souvent que la façon dont nous définissons la Seconde Guerre mondiale est, à mon avis, absurde. Les années 1939 à 1945 sont une période très arbitraire. Le Japon a attaqué le Manchukuo en 1931 et n'a été vaincu que fin 1945. You had Japan attacking Manchukuo in 1931, and Japan wasn't defeated until late. De plus, la guerre civile espagnole et la guerre de l'Italie contre l'Abyssinie en 1936 ont eu lieu pendant cette période. Par conséquent, la Seconde Guerre mondiale était essentiellement une propagation de différents pays en guerre les uns contre les autres. Cela a conduit au massacre de populations nationales. Je crois fermement qu'il est crucial d'empêcher de tels événements de se reproduire, en particulier ce niveau de haine. Il est impossible de séparer le mélange ethniquement diversifié de l'Europe et de l'Asie.
Nous sommes tous profondément interconnectés. We are just like very, very intertwined, right? Absolutely. Yeah, and I also wanted to mention Japan's surrender attempts towards the end of the war. Yes. In July 19... Absolument. Je tiens également à mentionner que le Japon a tenté de se rendre vers la fin de la guerre. En juillet 1944, l'empereur a ordonné au Premier ministre japonais et au gouvernement de rechercher une reddition conditionnelle avec les États-Unis. Cela s'est produit après la chute initiale des Mariannes, lorsque les États-Unis ont commencé à bombarder les villes japonaises. Ils les ont détruites une par une, totalisant 60 villes avant même les bombardements atomiques. Cela a entraîné la mort d'environ 1 million de civils japonais innocents. Les bombardements étaient si brutaux qu'après les premiers, l'empereur a exprimé sa conviction que les États-Unis firebombings that the emperor, exclaimed that his belief that the U.S. would not end the war until the last Japanese subject had been exterminated. Now, of course, we didn't. La guerre ne s'arrêterait pas, ne prendrait pas fin tant que le dernier sujet japonais n'aurait pas été exterminé. Maintenant, bien sûr, nous n'étions pas aussi assoiffés de sang. Nous avons commis des crimes de guerre avec les bombardements incendiaires et les bombardements atomiques, mais le Japon a tué beaucoup plus d'innocents que nous n'avons tué de Japonais, malheureusement. Cependant, le Japon a commencé à essayer de se rendre, comme je pense que vous l'avez écrit. Ils ont fait des propositions de reddition par l'intermédiaire de l'Union soviétique et du gouvernement suédois. Au moment de janvier 1945, juste avant la conférence de Yalta, le général MacArthur avait rassemblé des renseignements. Il avait découvert 5 through his intelligence, he had picked up on 5 Japanese surrender attempts with identical terms. Des tentatives de reddition japonaises ont été faites avec des termes identiques, tous apparemment approuvés par l'empereur. Essentiellement, il s'agissait des mêmes conditions de paix que nous leur avons imposées 7 mois plus tard. Cela s'est produit après que des dizaines de milliers de soldats, marins et aviateurs américains supplémentaires aient été tués. De plus, des centaines de milliers de Japonais supplémentaires ont été tués suite aux bombardements atomiques. FDR en était conscient, car cela faisait partie du mémorandum MacArthur de 40 pages. De manière intéressante, les historiens établis ont fait de leur mieux pour enterrer tous ces faits. Ce sont des faits de l'histoire diplomatique que je qualifie d'histoire diplomatique secrète de la Seconde Guerre mondiale. Très peu de personnes en sont informées, malgré mes études approfondies sur la Seconde Guerre mondiale. For over 4 decades now. It's been one of my passions and interests. My foremost interest in military. Depuis plus de 4 décennies maintenant, l'histoire militaire est l'une de mes passions et de mes centres d'intérêt. Certaines de ces choses, je les ai découvertes pleinement seulement ces dernières années. En janvier 1945, il y avait essentiellement une opportunité d'empêcher l'annexion soviétique du nord du Japon et la prise de contrôle soviétique de la Mandchourie. Cela aurait également pu empêcher la chute de la Chine et de la Corée du Nord aux mains des communistes. L'histoire n'aurait peut-être pas été parfaite, mais je crois qu'elle se serait développée bien mieux si nous avions réussi à éviter la catastrophe de la Chine et de la Corée du Nord tombant sous le contrôle communiste. Far better if we had averted the catastrophe of the fall of China and North Korea to communist control. Russia would be much more isolated right now. Tu sais, la Russie serait beaucoup plus isolée en ce moment. La Chine, en revanche, serait sous contrôle international. Elle pourrait très bien être juste un immense Taïwan. Bien sûr, tu connais la superpuissance. J'ai analysé qu'une Chine nationaliste et libre aurait environ 50% de l'économie mondiale aujourd'hui. Cela est basé sur mon analyse. Bien sûr, elle aurait également la capacité de dominer le monde militairement. Mais je ne pense pas qu'elle le ferait. Je crois qu'elle serait beaucoup plus encline à la paix que la Chine communiste que nous voyons aujourd'hui. Much more peace-loving than we see communist China today. I'm not sure about that because the Republic of China. Je ne suis pas certain de cela. Vous voyez, Chiang Kai-shek de la République de Chine était extrêmement violent, tout comme Mao Tse-dong. Il était également très oppressif envers son propre peuple. Ce n'est que lors du passage à la démocratie à Taïwan dans les années 1990, qui s'est conclu au début des années 2000, que Taïwan est devenu un État moins militariste. Cependant, si les circonstances avaient été différentes et si vous posiez la question aux États-Unis aujourd'hui, je suis convaincu que l'idée d'une grande partie de la Chine occupée par le Manchukuo et ayant essentiellement 2 ou 3 Chines ne serait pas rejetée par les stratèges américains d'aujourd'hui. Ils envisageraient probablement cette option pour leur adversaire stratégique. Cependant, en mettant cela de côté,
L'histoire de la Seconde Guerre mondiale démontre également que les guerres peuvent prendre fin si les gens sont prêts à accepter ou à faire des offres de paix sincères. Un des développements souvent négligés de la Seconde Guerre mondiale a été la reddition du Japon en septembre 1945. Cela a été extrêmement difficile politiquement à réaliser. Cela aurait été beaucoup plus facile si les États-Unis avaient rendu public l'ensemble de l'accord de Yalta. Cet accord a été gardé secret. À Yalta, il a été décidé que Staline entrerait en guerre avec le Japon, rompant ainsi le pacte de neutralité dont nous avons parlé précédemment, puis lancerait une attaque. Comme vous l'avez mentionné dans un autre passage, et comme d'autres historiens l'ont également affirmé, ce ne sont pas les bombes atomiques qui ont convaincu les Japonais de mettre fin à la guerre. Cela leur a donné une bonne raison de le faire. Cependant, c'est l'entrée de l'Union soviétique dans la guerre le 9 août qui a changé les choses. Le 6 août 1945, le même jour où la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, les calculs stratégiques militaires des militaristes au sein du Japon, qui tenaient essentiellement le gouvernement en otage, ont changé. Ce n'était pas seulement avec des armes à feu, mais aussi avec l'armée et la marine. Ces deux entités avaient un ministre au sein du cabinet, comme le prévoyait la Constitution. Si l'une d'entre elles retirait son ministre et ne fournissait pas de remplaçant, le cabinet devrait démissionner. Par conséquent, l'armée et la marine avaient le pouvoir de faire tomber immédiatement tout cabinet qu'elles n'approuvaient pas. Elles avaient un droit de veto et l'utilisaient continuellement. Les États-Unis en étaient conscients. À l'âge de 45 ans, Joseph Crew, qui avait été ambassadeur au Japon pendant 10 ans, est devenu sous-secrétaire d'État aux États-Unis. Il a conseillé à Roosevelt que la seule chose dont ils avaient besoin de promettre aux Japonais était la préservation de leur empereur. Il a suggéré de ne pas rendre les conditions de reddition inconditionnelles, leur permettant de maintenir leur système impérial. Cependant, cette offre n'a pas été faite. Les États-Unis ont insisté pour que la reddition soit inconditionnelle. Ils ont même suggéré que s'ils voulaient exécuter l'empereur, ils le feraient. Étonnamment, les Japonais ont accepté ces conditions et ont pris le risque. Lorsque MacArthur est arrivé pour la première fois, il s'est rendu directement à Tokyo, a visité le palais impérial et a pris une photo avec l'empereur. Sur la photo, il semblait être 2 fois plus grand que l'empereur. Cette photo a été publiée et a servi de forme d'humiliation. Elle a démontré que l'empereur était complètement à la merci de MacArthur. La décision a été prise de laisser le système impérial tel quel. L'Amérique était une force d'occupation très intelligente. C'était le cas au Japon, mais pas en Allemagne. Au Japon, le plus grand cadeau que les États-Unis ont offert après 1945 a été l'éradication de l'armée et de la marine. Ces deux institutions étaient terribles. Leur éradication complète et leur remplacement par quelque chose de totalement nouveau était très important pour l'état actuel du Japon. Aujourd'hui, le Japon fonctionne d'une manière complètement différente, beaucoup plus stable. La reddition faisait partie d'un processus de paix. Ce processus de paix a été couronné de succès et a apporté la prospérité. Cependant, ce processus de paix aurait pu commencer beaucoup plus tôt et sous une forme différente. Oui, le Japon est en effet une grande réussite. Je pense que nous avons été trop durs avec l'Allemagne. L'occupation alliée de l'Allemagne a été extrêmement brutale. Nous l'avons écrasée et divisée en plusieurs parties. Nous n'avons commencé à la reconstruire qu'autour de 1950, je crois. De nombreux civils sont morts de faim en Allemagne. Cependant, au Japon, nous avons été plus chanceux. Le Japon a eu la chance d'avoir MacArthur à la tête des forces d'occupation. Il était très gentil. En tant que chrétien, il n'était pas animé par une haine sanguinaire envers les Japonais. Il les a complètement démilitarisés, comme vous l'avez mentionné. Il est intéressant de noter que les dirigeants américains se sont plaints de cela. Les Allemands et les Japonais sont souvent critiqués pour être trop pacifistes. Les gens veulent qu'ils contribuent davantage à leur propre défense. Cependant, c'est nous qui leur avons appris à être pacifistes. Nous devons donc accepter une partie de la responsabilité de cette situation. Le Japon, en particulier, a été traité très favorablement. Nous leur avons permis de conserver leur empereur. Nous leur avons également accordé des libertés démocratiques et économiques. Les gens oublient souvent qu'en 1980, le Japon avait la deuxième plus grande économie du monde. Cela a suscité des inquiétudes quant au pouvoir économique du Japon et à la possibilité d'un retour au militarisme en raison de sa force économique.
Yeah, there was a popular saying in the 1980s. Dans les années 1980, il y avait un dicton populaire aux États-Unis, nous avons remporté la guerre, ils ont remporté la paix. Cette collaboration s'est avérée très fructueuse. La Constitution actuelle, qui promeut la paix et le pacifisme, a été fournie par les États-Unis. Je pense que c'était un merveilleux cadeau. Cependant, je pense que les États-Unis regrettent maintenant ce cadeau car ils souhaitent que le Japon agisse différemment. Le Japon est en effet en train de changer ses façons de faire. J'espère cependant qu'il ne s'engage pas sur une voie imprudente. But the kind of developments that happen in some parts of the world are quite different from then also how. Les développements qui ont eu lieu dans certaines parties du monde sont assez différents de ceux de l'Europe. C'est une histoire très différente de ce qui s'est passé en Corée. La Corée faisait partie de l'Empire japonais, puis elle s'est retrouvée impliquée dans le prochain grand conflit, qui fut la première grande guerre chaude de la guerre froide. Ce cycle se poursuit et ce que nous voyons souvent, ce sont des occasions manquées d'instaurer la paix. Je crois que faire taire les armes est souvent bien plus important que de remporter une victoire totale d'un récit sur un autre. A complete victory of one narrative over another. Oui, la clé est que nous devons être prêts à négocier des accords diplomatiques. Ces accords peuvent mettre fin aux guerres ou même les empêcher de se produire. Je pense que cela devrait être l'objectif principal des puissances occidentales, en particulier des États-Unis. Yeah, and the interesting thing is that here I think, you're from a different school of thought. I think. Oui, ce qui est intéressant, c'est que nous venons de différentes écoles de pensée. Je crois que vous êtes quelqu'un qui plaiderait en faveur d'un armement puissant, d'une défense robuste et d'une armée, si je comprends bien. D'un autre côté, je tends à me méfier des institutions militaires. Je crois qu'elles peuvent prendre le contrôle d'un pays et le conduire à prendre des décisions imprudentes. Donc, je préconise de les maintenir aussi petites que nécessaire. Cependant, nous sommes tous les deux d'accord sur l'importance de résoudre les conflits, n'est-ce pas? Oui, je veux dire, je ne me suis jamais considéré comme totalement opposé à la guerre. Je crois qu'il existe des guerres justifiées de légitime défense, et dans certains cas, de défense d'autrui. Il y a aussi des guerres de nécessité, où un pays est au bord de la destruction et doit agir. Cependant, je dirais que j'ai été opposé à environ 80% des guerres auxquelles les États-Unis ont participé au cours des 100 à 120 dernières années. Je pense que ces guerres ont été imprudentes. Elles n'auraient pas dû être menées du tout, ou elles auraient dû être menées différemment. Je crois que des compromis diplomatiques pacifiques auraient pu les éviter. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec mon point de vue selon lequel la Seconde Guerre mondiale aurait pu être évitée. Je crois qu'elle n'était pas une guerre nécessaire et qu'il y avait un moyen de l'empêcher. Malheureusement, les eaux chaudes ont prévalu, essentiellement. Churchill a remporté en Grande-Bretagne. Hitler était trop naïf pour savoir comment éviter la guerre, pour éviter de combattre une guerre qu'il n'a jamais voulu contre les puissances occidentales. Il considérait la Grande-Bretagne, à travers son idéologie raciste, comme des Aryens semblables. Son plus grand regret, comme indiqué dans sa lettre de suicide, était son incapacité à parvenir à la paix avec la Grande-Bretagne. Dans sa hiérarchie raciste déformée, la Grande-Bretagne et l'Allemagne étaient au sommet. Il était réellement intéressé par la paix avec la Grande-Bretagne et a fait plusieurs tentatives. Malheureusement, ses efforts ont été infructueux, ce qui a été particulièrement tragique pour les Juifs qui ont péri dans l'Holocauste. Ce sont toujours les plus petits qui supportent le plus grand coup, ils sont toujours les plus opprimés. David, merci beaucoup pour cette conversation intrigante, l'étude de la Seconde Guerre mondiale, et même pour remettre en question ces dogmes que nous avons tenus jusqu'à présent. Je crois que nous devrions les examiner, les enquêter, et rester calmes à ce sujet pour voir si nous pouvons acquérir plus de connaissances pour avancer. Donc, merci beaucoup pour la discussion. Absolument, merci.